Bonjour, vous êtes bien branchés sur le 2024 Show, une émission pas piquée des hannetons pour présenter les dernières nouveautés de la maison strasbourgeoise, mais mondialement connue, évidemment, les éditions 2024. Au menu aujourd'hui, un focus sur la branche jeunesse de 2024, appelée 4048. 3 ouvrages présentés par leurs auteurices illustratrices, un cortège de fourmis portant 1000 fois leur poids de Loïc Urbaniak et Baptiste Philippi, les fruits et légumes de Jérémy Piningre et La Baba BC d'Elisa Géin. Mais pour commencer, bien sûr, une mise en bouche avec Simon Lieberman, l'un des fondateurs des éditions 2024. Alors brièvement, parce qu'on n'a pas toute la journée, est-ce que tu peux présenter en 2-3 phrases les éditions 2024 ? Alors, c'est Olivier Bron et moi-même qui avons fait l'école des Arts Déco, la IR maintenant, à Strasbourg. Et à la fois, on a fait de la micro-édition, du fanzine, du temps de nos études. Et on a eu envie de prolonger un peu cette expérience d'édition par un projet plus construit, qui a donné lieu aux éditions 2024. Donc avec l'envie de faire de la bande dessinée, du livre illustré et aussi explorer de manière un petit peu plus singulière des récits de genre, là à une période où on était quand même plutôt porté sur le reportage, l'introspection. Donc on a un peu remis en lumière, on va dire, des récits d'aventure, ce genre de choses, la science-fiction, voilà. Et donc ça, c'était en 2010. Et 4048, la branche jeunesse est arrivée un petit peu plus tard. Pourquoi elle est arrivée plus tard et qu'est-ce que vous avez voulu en faire ? Alors, on s'est jamais privé de faire de la jeunesse depuis le début, puisqu'en fait, le 4e livre édité était déjà Jim Curious, donc le livre en 3D de Mathias Picard. Mais il n'y avait pas d'identification très claire au fait que 2024 était une maison d'édition jeunesse. Alors, le catalogue s'est étendu depuis 2010. Et c'est vrai qu'on a eu le besoin d'identifier vraiment le fait qu'on était aussi une maison d'édition jeunesse en créant du coup un label qui s'appelle 4048. Donc on a rebasculé les bouquins jeunesse qu'on avait fait jusque-là dans ce label. Et on a aussi de manière plus claire initié vraiment plusieurs projets à cette époque et maintenant jeunesse. Et effectivement, on fait maintenant 3-4 livres jeunesse par an, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mmh. Et on a à peu près le même ancrage pour le reste, c'est-à-dire faire des livres singuliers dans la forme, dans l'objet, et aussi effectivement explorer une sorte de fantaisie, de fiction qu'il y a par ailleurs dans nos livres plus adultes. Eh bien merci Simon. Merci Cécile. On commence notre exploration des nouveautés de 4048 avec Jérémy Piningre et son livre Les fruits et légumes, que voici. Alors Jérémy, tu avais déjà sorti J'ai rarement vu ça aux éditions 2024. Tu as étudié aux Arts Déco où tu as cofondé la revue Belles Illustrations. Et on te connaît aussi illustrateur de pochettes de disques aux côtés de Théo Mercier. Je suis plutôt graphiste là à ce moment-là. Ah oui, plutôt graphiste, ok, très bien. Donc il y a Sexy Sushi, Juliette Armanet, Philippe Catherine. Il y a eu des dernières choses là ? Non, pas récemment. Ok, mais on est plutôt là effectivement pour parler de ce livre, Les fruits et légumes. Alors la particularité c'est déjà le titre, c'est Les légumes. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, les légumes, c'est des petits personnages, donc ça s'écrit en 2 mots, c'est des petits personnages qui vivent dans des fruits et légumes, dans un magasin, dans une sorte d'épicerie, comme ça, et voilà, c'est le nom de ce petit peuple, quoi. Et surtout, c'est ton premier album jeunesse. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à la jeunesse ? Pourquoi maintenant ? En fait, j'ai fait un fanzine jeunesse avant, une petite édition, qui s'appelle La Chasse Galerine, qui est une adaptation d'un conte jeunesse.
Et en fait, dans mes bandes dessinées, j'ai comme très tendance à faire des grands dessins avec des textes à côté, qui rejoint plutôt le format album. Et du coup, j'avais envie aussi de faire des livres un peu plus vite que des bandes dessinées qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et là, il y a un côté plus direct, de faire des grands dessins et me laisser cette place-là. Donc tu dis avoir débuté ce livre par le titre, Les fruits et légumes, qui te donne quand même un décor pour y glisser des choses. Ouais. Et tu prends la direction d'insérer ce petit peuple dans ou au-dessus ou à côté des fruits et légumes. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là? On aurait pu très bien décider juste de dessiner des fruits et des légumes. En fait, comme le livre vient de ce titre, légumes, c'était déjà des petits personnages. Je suis plutôt parti de cet endroit-là. J'ai d'abord cherché les personnages, à quoi ils ressemblaient, comment ils pouvaient vivre. Et le fait de commencer plutôt comme un imagier avec les saisons des fruits et légumes, c'était presque un peu pour dérouter le vrai propos du livre et avoir une sorte de truc pseudo-éducatif au début, mais qui l'est quand même un peu. Et aussi pour planter le décor, on rentre vraiment, on a d'abord le magasin, après on découvre les fruits et légumes et après on fait un zoom dedans, quoi. C'était pour vraiment qu'on comprenne dans quel endroit ils vivent et aussi l'importance de ce lieu revient par la suite parce qu'en fait ils ont très peur de sortir de leur espace. Du coup, il fallait qu'on comprenne cet espace avant qu'on soit dans leur petit monde à elles. Avec ce truc quand même assez fascinant quand on est enfant de se dire que quand on tourne le dos, quand on va se coucher, quand on laisse des objets tout seuls, il se passe une vie qui nous échappe, quoi. Ça, je pense que ça vient de... J'ai passé 10 ans de mon enfance à lire que Calvin et Hobbes et je pense que ça vient beaucoup de ce rapport-là qu'il y a dans Calvin et Hobbes où sa peluche devient inanimée dès qu'il n'y a plus d'adultes. Et là, il y a très peu de présence humaine dans le livre. On voit un pied, une main, un truc comme ça, mais au moment où on commence à les voir, il n'y en a plus du tout. Ça se mêle jamais, quoi. Et du coup, on frôle quand même le monde fantastique avec ces personnages-là. Ah oui. Je pense qu'on est même en plein dedans, quoi. C'est un monde fantastique, et c'est un monde fantastique qui imagine un monde encore plus fantastique. Il y a des espèces de steps de fantastique comme ça. Est-ce que tu penses que le format jeunesse permet en fait plus d'expérimentation ? Non, je pense qu'il n'y a pas plus d'expérimentation, au moins, mais par contre, moi, ça m'a plutôt obligé à faire un livre très accessible, ce qui n'était pas trop le cas de mes livres d'avant, qui étaient quand même plus ardus à lire, et dans l'écriture, et dans même les modes de représentation. Et j'avais aussi très envie de faire un livre qui soit dans lequel on peut rentrer dedans très facilement. D'ailleurs, le fait de faire cet imagier au début, il est aussi pour accrocher à une lecture de manière très simple, quoi. Je pense qu'un enfant peut juste regarder, faire le lien entre chercher le poireau, chercher la tomate et tout ça. Et après, ça amène à rentrer dans ce petit monde-là. Il y avait vraiment cette volonté-là d'être très accessible. Quelle technique de dessin tu as utilisée Je dessine tout à la main avec des rotrines sur des grands papiers. Le livre, il est imprimé quasiment à échelle 1 des dessins. Okay. Et après, je fais les couleurs sur l'ordinateur. J'aimerais bien que tu parles de cette planche. Ouais, c'est une de mes planches préférées. Ah oui ? Ouais. Pourquoi ? Déjà parce que j'ai mis des araignées qui font des toiles et je trouvais ça un peu rigolo. Et aussi parce que je me suis énormément amusé à la faire, à créer ce déplacement dans la maison. Enfin, c'est plusieurs pages où on est dans plusieurs endroits de la maison qui sont un peu au-dessus, en dessous où vivent les légumes. Et aussi parce que là, on découvre un peu les autres personnages qui peuplent cet endroit. Et puis, je sais pas, j'ai trop rigolé à faire ces pigeons qui m'en font un goûter. Les pigeons, ils font des lactofermentations de vers de terre et les mouches, elles font les araignées, elles font des lactofermentations de mouches. Ça, c'est des trucs. Moi, en fait, je fais beaucoup de cuisine. Ça vient aussi de là, ce livre. Et du coup, là, j'ai pu glisser un peu des trucs comme ça, mais j'ai pu aussi faire ce que j'aime faire dans tous mes livres, c'est-à-dire dessiner des peintures, des pots de crayon, des trucs. On retrouve toujours cet univers un petit peu d'art abstrait comme ça, qui était très présent dans le livre précédent. Mais du coup, tu m'amènes à cette interview décalée.
Moi, je me suis demandé pourquoi tu n'étais pas devenu maraîcher. Ben, moi, je suis vraiment quelqu'un de la ville. On a un projet de jardin de plantes qui font de la teinture, de plantes tintoriales, avec la personne avec qui je partage ma vie dans le Limousin. En fait, j'habite à moitié à Paris, à moitié dans le Limousin. Donc, j'y viens un peu doucement. Mais mon rapport aux végétaux, il est plutôt d'aller faire des courses. En fait, j'aime énormément aller faire des courses et faire à manger avec. Et chercher plein de recettes, de façons de les conserver ou de les cuisiner, tout ça. C'est quoi ton fruit et ton légume préféré? Bah, je suis vraiment, j'adore les aubergines. Ça se voit, puisque le personnage principal, qu'on ne voit pas trop dans le livre d'ailleurs, mais s'appelle Aubergine. J'ai une fascination, quand je vais dans un restaurant, s'il y a un plat avec une aubergine, je ne peux pas ne pas prendre ça. J'ai vraiment un problème avec ça. En termes de fruits? Et en termes de fruits, en fait, les aubergines sont des fruits, mais j'ai appris ça. Mais non. On a fait une rencontre il y a 2 jours et il y avait un maraîcher qui était là, habillé en violet avec un petit nœud vert dans les cheveux. C'est bien une aubergine, il était très mignon. Et il nous a expliqué plein de trucs, que les figues sont des fleurs, que la plupart de ce qu'on appelle des légumes sont en fait des fruits. L'autre partie des légumes sont plutôt des racines. Et en fait, il y a quelques petits légumes dedans. Et voilà. Et j'aime beaucoup les pommes, je mange des pommes tous les jours. T'en as mangé une ce matin. Je mange une pomme tous les matins. Et la recette que tu aimes particulièrement faire? Je sais pas, j'ai pas une recette. C'est vraiment un endroit où je suis en expérimentation tout le temps. La cuisine, c'est un truc que ça me sauve un peu, par exemple, quand j'arrive pas à dessiner, que je suis pas en confiance avec mon travail, j'arrête et je vais faire à manger. Et je sais que ça va marcher, je sais que ça va être chouette, que je vais trouver un nouveau truc, ça me redonne confiance et je peux retourner travailler. Et bah, bon appétit, Jérémy. Merci beaucoup. Merci. Apprendre les mots avec des dessins, c'est le concept d'un abécédaire et il a été exploré par Elisa Géhin. Elisa, tu es née dans les Vosges, qui sont quand même la région la plus chouette de France, on est d'accord? Tout à fait. Et tu t'illustres et t'accomplis beaucoup dans la jeunesse, il semblerait. Ouais. Et là, tu sors Ababa BC aux éditions 2024, tu as sorti. Comment est-ce que tu t'es retrouvée sur ce projet d'abécédaire? Les éditions 2024 qui m'ont demandé de formuler un projet et j'ai utilisé une idée que j'avais en tête depuis un moment. Il se trouvait que j'avais fait quelques voyages et ateliers à l'étranger et que le dessin permettait de communiquer avec les autres assez facilement, en fait, assez aisément. Et que voilà, l'entrée dans l'échange, là où moi j'ai eu vachement de lacunes à parler des langues étrangères, était facile avec le dessin. Et comment les éditions 2024 t'ont accompagnée? Parce que je crois qu'à la base, ce que nous disait Simon tout à l'heure, c'est que ça a été une commande et qu'il y a une nouvelle version, une autre version qui a été produite par la suite. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ça c'est vraiment la version initiale du projet. C'est-à-dire qu'on avait, donc il m'avait invité à participer à un appel à projet. Moi j'ai proposé ce projet-là. Et on avait d'abord fait une version comme celle-ci, mais on a dû l'adapter pour la région Alsace, qui du coup était le commanditaire de cette commande. Et il est sorti sous une première forme comme ça. Et du coup, c'était aussi intéressant parce qu'on pouvait complètement le fondre dans un univers différent, avec des langues différentes. Mais malgré tout, il est quand même inspiré de la région parce qu'il s'y trouve les langues qui sont présentes sur place et ça permettait de faire un choix de rencontrer un territoire. Il est venu d'une commande, mais comme du coup on avait un petit peu dérivé de la première intention, il était important pour nous de le ressortir sous sa forme initiale parce que ça nous plaisait d'être fidèle à ça et puis de le remontrer, de le repartager un peu au-delà de l'Alsace justement. Oui. Comment est-ce que tu as travaillé les illustrations? Je crois que tu as amené des originaux. Peut-être que tu peux nous parler du travail derrière ce livre. En tout cas, au niveau du travail graphique, moi je travaille toujours à la plume et voilà, j'ai ramené ça parce que je trouvais que c'était assez intéressant toujours de montrer l'écart entre
le livre imprimé et puis les premiers jets. Du coup, moi, je travaille toujours à la plume parce que comme ça me permet d'avoir un trait assez libre et assez posé, enfin jeté comme ça. Il y a une forme d'énergie dans chaque dessin. Et ensuite, je découpe la couleur dans un second temps. Alors voilà, j'ai amené des originaux. Et le travail, c'est fait concrètement comme ça, donc je sais pas, je défile. Oui, c'est super. Et du coup, ces dessins-là, tu les scannes et tu rajoutes la couleur derrière? Ouais, je les scanne. Alors après, quand je dis que je découpe la couleur, c'est parce que vraiment, je m'appuie sur mon trait, sur le dessin pour pouvoir créer des zones de couleur. Et donc, du coup, c'est pas vraiment comme si je faisais une couleur numérique. C'est plus, je choisis une gamme. Ensuite, je choisis une gamme restreinte de couleurs tout le temps. Et puis, je joue avec. C'est pareil, c'est une continuité du jeu un peu. Hein, mais du coup, il y a 4 pantones plus un noir. Et du coup, 2 bleus, un jaune, un rose et un noir. Et qui vont venir rythmer comme ça le livre tout du long. Alors les abécédaires ont quand même des vocations assez pédagogiques. J'ai l'impression que c'est une dimension qui t'est assez chère. C'est rigolo que tu poses cette question parce qu'en fait pas trop pour le coup. Parce que là l'idée c'est plus de surprendre et de jouer avec les choses. Et il n'y a aucune intention d'apprentissage dans ce livre-là. Je sais que en l'occurrence l'abécédaire, comme c'est une sorte de forme classique du livre jeunesse. Et puis là, du coup, pour moi, c'est comme une sorte d'exercice de style que de le reprendre. Mais l'idée, et j'en suis absolument certaine, je ne pense pas que les enfants vont apprendre des langues en lisant ce livre-là. C'est plutôt de jouer avec ça et peut-être de surprendre le parent qui va accompagner la lecture de ce livre-là pour que, justement, il trouve des occurrences qui sont différentes de celles qu'il pourrait trouver dans des abécédaires plus classiques. Et c'est plus l'idée de détourner cette forme et d'en jouer. Et donc du coup, c'est des sonorités qui vont peut-être plaire aux enfants et ils vont s'en emparer. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne quand je le présente. Et si tu étais libraire et que tu devais expliquer ce livre en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais? En fait, je pense que je parlerais de ça. Je parlerais du fait que c'est un abécédaire détourné et que l'idée, c'est de s'amuser et de créer du lien avec... en tout cas, de surprendre les adultes parce que ça va passer par des incontournables du livre jeunesse, au niveau du vocabulaire, mais malgré tout, du coup, c'est un petit peu décalé parce qu'on va trouver d'autres choses qui se trouvent dedans. Puis le choix aussi est un petit peu arbitraire, donc voilà, ça peut être un peu différent. Et j'aimerais qu'on parle de ces 2 pages que moi j'aime particulièrement. Je ne sais pas si tu as des choses à raconter, j'espère, qui changent un peu sur la question du rythme, puisqu'on a à gauche une pleine page. Ouais. Une pleine page. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette double? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette double? En tout cas, il était question de temps en temps de changer le rythme et donc sur la partie de la rivière et donc Rzeka, pareil, je m'excuse pour les locuteurs polonais, mais là il était question de jouer plus du dessin et de se laisser un peu aller sur une pleine page. Et puis à côté, du coup je trouve que ça illustre pas mal le livre parce que se cohabitent des choses qui n'ont pas grand-chose à voir et en même temps qui sont rigolotes et qui font toujours bien plaisir. Du genre forcément un slip, ça va faire rire les enfants. Le scotch, c'est hyper important dans le quotidien. Et la charcuterie qui se dit charcuterie. Mais en fait, il faudrait que je vérifie parce qu'il y a un glossaire à la fin du livre. On peut du coup s'appuyer dessus pour savoir comment le prononcer vraiment parce que là, j'avoue que je les ai pas tous en tête. Et donc du coup, on va dire... charcuterie en turc. Et donc on peut identifier d'où vient quelle langue on parle grâce au lettrage. Donc du coup là, moi je reconnais que c'est en turc. En début c'est pareil, il y a du turc, de l'allemand, du français et là du polonais. Et ensuite après, pour la prononciation, il y a le glossaire à la fin qui permet de trouver la vraie bonne prononciation. Après, on peut aussi jouer à pas dire la bonne. Et forcément, cet abécédaire, moi, m'a donné envie de
de formuler ton propre abécédaire à toi. Alors, on est parti sur les 3 premières lettres de l'alphabet. Oui, on peut dire mon ABC. Ton ABC. Et du coup, tu as choisi absurde pour A. Ah oui, alors j'ai changé. J'ai choisi absurde. Enfin, je peux t'expliquer pourquoi j'ai choisi absurde. C'est parce que le rapprochement arbitraire, justement, c'est un truc que j'aime bien dans les imagiers. En fait, on fait cohabiter tout un tas de notions. Et puis, en fait, rien que le fait de noter leur définition en dessous valide le fait qu'ils existent là. Et c'est le dessin qui les définit. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un truc un peu absurde là-dedans. Et puis aussi, dans le côté exercice de style... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'avoir à la fois des dessins qui ont un peu d'humour dedans et qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Enfin, c'est un truc qui guide pas mal mon travail. Mais en fait, j'avais envie de proposer un deuxième mot parce qu'il y a mon mot préféré allemand qui commence par A, qui s'appelle Augenblick, qui n'est pas du tout un mot qu'on peut illustrer parce que, en fait, ce que je trouve beau dans ce mot, c'est qu'à la fois, il veut dire instant et clin d'œil. Et donc, du coup, ça, je trouve ça très beau. Et j'ai pas pu le mettre dans le livre, du coup, je le dis. Pour B, balbutiement. Oui, ben du coup, balbutiement, ça va avec cette histoire de sonorité, avec le A, ba, ba, B, C, où on a du mal à prononcer, avec le côté B, A, ba, avec tout ce jeu sur la langue. Parce que, justement, moi, je travaille pas mal avec des enfants qui sont non lecteurs, c'est ça qui m'intéresse. Mais en même temps, ils sont... comme fascinés par ce code qu'ils vont devoir apprendre. Et donc, du coup, tout le jeu... à la fois, l'apparition du langage, c'est super beau chez un enfant, et en même temps, l'apparition du fait d'être concerné par le fait de décrypter ce grand code qui est la lecture est aussi un grand jeu, je trouve. Et j'aime bien travailler avec ça. Et enfin, C pour couleur. Oui, pour couleur, parce que c'est vrai que je travaille vraiment en noir et blanc à la base, mais c'est vraiment pour donner de la couleur derrière, quoi, pour pouvoir créer une harmonie qui fonctionne. Et donc du coup là, c'était super avec 2024 justement. Ils m'ont à la fois accompagné sur tout le travail de... Bon, ça n'a rien à voir, mais tout le travail de traduction avec des locuteurs étrangers pour la construction du livre, mais en même temps, ils étaient vraiment soucieux que le rendu fonctionne et corresponde à mes attentes. Et puis là, du coup, on a travaillé avec des couleurs qui sont très lumineuses. On a du coup des pantones qui sont des tons directs et qui sont un petit peu plus lumineux que les autres et qui permettent du coup d'avoir un livre comme ça qui vitamine un peu les yeux, quoi. Et un prochain projet ? Eh bien oui, plusieurs prochains projets. Mais par contre, j'en ai fini avec les imagiers. J'en ai fait 3 et généralement, je fonctionne par cycle. Donc, comme j'ai fait 3 imagiers, je vais un peu arrêter d'en faire. Et là, en ce moment, je suis plus en train d'écrire une forme de manuel un peu absurde aussi. Voilà. Sur quoi ? Sur les bébés. Ok. Merci Elisa. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour. 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 Alors Loïc Urbaniak, tu es artiste, tu illustres beaucoup de choses, tu aimes bien sortir du cadre, j'ai l'impression, c'est un petit peu ton truc. Okay. Enfin, si je dis des bêtises, arrête-moi tout de suite. Et tu es assez pluridisciplinaire, semble-t-il. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai. Baptiste, tu es à la fois plasticien, mais tu fais aussi beaucoup de musique. Oui. Et on va s'en rendre compte assez rapidement, puisqu'il y a quand même des histoires de musique derrière ce livre, qui est donc un cortège de fourmis portant 1000 fois leur poids. Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter la genèse de ce projet qui a commencé par une performance, il me semble ? En fait, c'était ça, on avait été invité par un ami qui s'appelle Florent Dégé, qui nous avait invité à faire une résidence dans un espace qui s'appelle Pauline Perplexe à Arcueil, au sud de Paris. On se connaissait déjà et on avait déjà envie de le faire, et c'était l'occasion en fait de faire quelque chose à deux. Et ce qui nous rassemblait le plus, c'était le dessin, sachant qu'on était tous les deux diplômés de l'école des arts décoratifs en illustration. Et donc on a voulu faire un livre à deux. Mais du coup, un livre qui vient d'une performance, enfin, c'est assez particulier comme démarche quand même. Baptiste fait de la musique, moi j'avais fait des spectacles de marionnettes.
géante. Et on s'est retrouvés là-dessus. Et du coup, l'idée de la performance, qui est donc un cortège, se retrouve physiquement dans ce livre-là, que vous avez donc co-dessiné. Comment vous avez co-dessiné justement, parce que c'est aussi particulier comme démarche que de travailler à deux sur un dessin, quoi. Initialement, c'est un livre qu'on a fait en sérigraphie. Donc en fait, il y a une autre version de cet ouvrage-là qui était tirée à une centaine d'exemplaires, qu'on a fait nous-mêmes, qui a été relié à la main, etc. Et donc, du coup, on a procédé en travaillant sur ce qu'on appelle des typons, qui sont en fait des matrices qui permettent de générer des couches de couleurs en sérigraphie. Et donc, chaque typon était dessiné à quatre mains avec donc, Loïc et moi, avec tout un panel d'outils qui allait du pinceau à la plume, à des petits outils de grattage, etc. Il y a des choses qu'on a dessinées ensemble, des choses qu'on a fait de notre côté et qu'on a rassemblées ensuite. Et c'était vraiment super un peu de s'émerveiller l'un l'autre. Il m'a beaucoup émerveillé, Baptiste, sur ce livre. Et moi, j'aime beaucoup cette double, où il y a des superpositions, on ne sait plus vraiment ce qu'elle porte, ou en tout cas, elle se porte elle-même. Graphiquement, c'est assez fort, et j'imagine qu'il y a une technique assez particulière aussi pour ça. Je ne sais pas comment vous avez travaillé ces pages-là. En fait, cette page-là en particulier, c'était de la matière qu'on a dessinée. Donc, comme on disait, en fait, chaque couleur est dessinée sur un calque avec de l'encre noire. Donc, c'est parfois assez difficile de se matérialiser à l'avance ce que ça va donner dans la superposition au final. Et donc là, on avait dessiné de la matière qu'on a ensuite redécoupée et superposée de manière assez spontanée. Et dans le cheminement du livre, ça arrive à un moment où en fait, les choses qui sont figuratives deviennent de plus en plus abstraites. Et là, c'est un peu l'apothéose de ça, et c'est le moment où on ne reconnaît vraiment plus ce qu'elle porte. Et d'une idée quand même un peu absurde qui est de s'imaginer, ou en tout cas de regarder des fourmis porter 1000 fois leur poids, on arrive, comme vous venez de le dire, à quelque chose d'assez abstrait. Comment vous avez approché le fait que ce livre soit au sein de la collection 4048, donc adressé plutôt à la jeunesse ? De manière assez naturelle, on avait ce livre donc en version en sérigraphie qui était en en quelques exemplaires et qu'on a présenté à Simon et Olivier. Et en fait, de ce livre-là, ils étaient intéressés par le projet et ensemble, on a réimaginé comment ça pourrait être traduit avec donc une autre technique d'impression, en offset en l'occurrence, et comment on pouvait faire des petits ajustements au niveau de l'histoire, etc. Donc ça a donné un deuxième livre. Qui est donc celui-ci. Qui est celui-ci. Et donc le principe, c'est qu'on les voit porter des choses et les objets qu'elles portent sont écrits en dessous. Tout à fait. Et alors là, en plus, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la fourmi. Voilà. Et même celle-ci est juste là. Si tu veux bien. Le bretzel. Voilà. Ça, c'est... Mais du coup, vous avez quand même décidé de les fabriquer en taille réelle. Tout à fait. Taille réelle de... Taille réelle du livre, Ah oui. on dirait, En fait, presque. C'était aussi pour rebondir sur ce qu'on disait sur l'histoire des calques et de l'encre noire. En fait, quand on a été invité à faire cette exposition, c'était aussi l'idée que c'était pas forcément évident de montrer des dessins originaux. Et donc on a inventé cette petite histoire de défilé de mode et pour laquelle on a modélisé ces fourmis, mais de manière assez rudimentaire. En fait, c'est avec un peu de papier aluminium et du pistocol. Et voilà. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée d'histoire qui avait déjà débuté, qui continue et qui peut-être continuera encore une fois qu'on aura terminé le livre. C'est une boucle, oui. Voir le spectacle, continuer avec le livre chez soi, ou avoir le livre chez soi et continuer avec le spectacle. Les personnes qui lisent le livre peuvent s'interroger, poser des questions, essayer de s'adresser aux fourmis. Et elles continuent à mener leur vie. Et quand on sort du livre, elles continuent encore à mener leur vie. Et c'est un peu comme si
On faisait un peu un focus au ras du sol le temps de la lecture, mais que l'histoire, c'était un temps qui dépassait celui du livre en fait. C'était un peu l'idée. Et on peut même imaginer du coup des performances dans les librairies pour mettre en volume ce livre. Et on l'a fait. Oui, c'est vrai. On a fait des performances, enfin des sortes de lectures performées où on reprenait ce défilé et qu'on déployait dans l'espace des librairies. Nous sommes même allés en Suisse. Où ça, Loïc? En Suisse. Mais où ça en Suisse? S'il vous plaît, à Bâle. Et elles en sont où aujourd'hui, les fourmis? C'est toujours compliqué. Mais on n'a pas toujours de leurs nouvelles. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas toujours le temps de nous appeler pour nous donner des nouvelles de là où elles en sont. Mais aux dernières nouvelles, elles étaient en tournée. Du coup, dans des gros festivals de mode. Merci. Est-ce qu'on peut terminer comme ça?